Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Julien Drey, député PS de l'Essonne, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Julien Drey, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. La deuxième journée d'action contre la réforme des retraites vient de se terminer. Les manifestants et les syndicalistes estiment que le pari est gagné. L'Élysée estime qu'il y avait moins de monde dans la rue. Quelle est votre analyse à vous? C'est que si vous m'aviez demandé avant la réponse, il y a quelque chose, j'aurais donné le sentiment que les choses allaient se passer comme ça. Non, je pense que, peu importe le nombre d'ailleurs, sur le fond, la contestation de cette réforme reste forte dans la société, forte en mobilisation. Alors après, on peut discuter s'il y en avait 50 ou 100 000 de plus ou de moins. L'enjeu, c'était quand même pour les syndicats qu'il y ait plus de monde que la dernière manifestation du 7, ce qui visiblement n'est pas complètement le cas. Mais j'étais à peu près certain que le ministère de l'Intérieur allait dire qu'il allait y avoir moins de monde, et j'étais à peu près certain que les organisations syndicales allaient entériner, je dirais, une progression. Ce qu'on voit dans le pays, et je pense que les coups de téléphone que j'ai eus d'un certain nombre de copains qui étaient un peu dans les manifestations ou des choses comme ça, c'est qu'il y a aujourd'hui un énorme potentiel de mobilisation qui est resté fort, avec une contestation, un refus des injustices que porte cette réforme. Donc le pouvoir peut considérer finalement que tout ça va s'user, va se fatiguer. Je crois qu'il aurait tort, parce que vous savez, dans ce genre de parcours, je dirais, on sait à peu près quelle va être la nouvelle échéance dans les jours à venir. Je pense que les organisations syndicales, si elles n'ont pas satisfaction, ou en tous les cas l'ouverture d'une discussion sérieuse, seront appelées à une grande mobilisation, seront amenées à appeler à une grande mobilisation, vraisemblablement une manifestation nationale, comme on dit, c'est-à-dire la montée sur Paris, et vraisemblablement on aura des centaines de milliers de personnes à Paris. Ce qui veut dire que Nicolas Sarkozy et son gouvernement vont se retrouver quand même dans une situation très difficile dans les jours à venir encore. Donc ce soir, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Il y a une discussion qui commence au Sénat, que la discussion qui n'a pas eu lieu à l'Assemblée nationale. On a vu les 62 heures de discussion, oui, quand même. Enfin, par rapport à d'autres débats auxquels j'ai assisté, ne serait-ce que la réforme de 95, le temps de parole qui a été donné à l'opposition. Mais ça, c'est parce que le temps de parole aujourd'hui est limité depuis la réforme de la Constitution. Je pense que d'ailleurs, c'est une erreur. Je l'ai déjà dit, je pense qu'on aurait mieux fait de laisser le Parlement discuter, le temps qu'il faut, parce que c'est le lieu de la discussion. Quand la discussion n'est pas possible, on voit bien que ça va radicaliser les positions. Donc j'attends que le gouvernement fasse des gestes substantiels. Je pense que les organisations syndicales sont prêtes à discuter sur la pénibilité, sur des modalités nouvelles de financement. Mais mon sentiment, c'est que de toute manière, on est dans un rapport de force. Ce que vous ne demandez pas, c'est le retrait du projet. Alors, je peux le demander, mais je connais le président de la République, je ne le vois pas aujourd'hui retirer. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'en s'entêtant, il crée les conditions d'une tension supplémentaire dans la société française. Et la société française subit déjà tellement de tensions que c'est prendre beaucoup de risques pour les semaines et les mois à venir. Parce que ce que nous voyons, nous, les élus de terrain, c'est une société française qui est sacrément bloquée. Alors justement, Jean-Claude Mailly pour EFO appelait les lycéens, les étudiants à se joindre au mouvement. Certains de l'UNEF étaient là aujourd'hui. C'est une bonne idée? Vous sentez que quelque chose peut se cristalliser dans ce domaine? J'ai pris un peu d'âge maintenant, donc je ne m'occupe plus de ces choses-là. Ce qui est vrai, c'est que les jeunes... C'est plus vous qui demandez aux lycéens, aux étudiants de descendre dans la rue, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai aussi que cette réforme, elle concerne particulièrement les jeunes, puisque c'est fondamentalement eux qui vont avoir à payer dans les années à venir par l'allongement de leur temps de cotisation, avec les difficultés qu'on connaît, y compris dans leur parcours professionnel, les interruptions, la précarité, des choses comme ça. Donc c'est vrai que il y a une possibilité, non pas peut-être d'un grand mouvement de la jeunesse, mais qu'un certain nombre de jeunes se sentent concernés par cette réforme et participent aussi aux mobilisations. Parce qu'on voit bien, la stratégie de Martine Aubry, de votre parti, c'était essayer de refaire ce qui avait été fait avec le CPE. Je pense que le Parti socialiste n'a pas de stratégie à avoir. Il est pas le parti. Est-ce que c'est son rôle d'être dans la rue aux côtés des manifestants? C'est son rôle d'exprimer sa solidarité à l'égard des manifestants. C'est son rôle je veux dire, d'être pleinement aux côtés de tous les salariés de ce pays qui sont victimes des conséquences de cette réforme. Mais lui, il n'est pas là dans une stratégie sociale. Il est là dans une stratégie politique. Il doit, je crois, et c'est ça son rôle, dire que s'il revient au pouvoir, il fera une autre réforme des retraites, revenant sur un certain nombre de ses dispositions, notamment sur tout ce qui est injuste dans cette réforme, c'est-à-dire la répartition, qui fait que c'est essentiellement les salariés qui vont payer cette réforme à près de 90%. Dimanche dernier, Benoît Hamon a invité Olivier Besancenot, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, à l'université d'été de son courant. Je vous propose de l'écouter. Bon, pourquoi pas un programme commun? C'est même l'objectif du Parti socialiste, qu'en tout cas avec ses partenaires et ses alliés, ils puissent construire un programme qui, sur les questions sociales, rassemble toutes les formations de gauche.
Un programme commun. Oui, je pense que Benoît Hamon a pour lui l'indulgence de la jeunesse. Alors, il ne connaît pas encore très bien ce que c'est que le mouvement trotskiste, mais un jour ou l'autre, je vais lui expliquer. Je vais lui expliquer. J'ai du mal à lui expliquer. Oui, mais attendez, ça pose un problème. Oui, Benoît Hamon est porte-parole du Parti socialiste. Donc, quand il parle, vous avez été porte-parole du PS. Oui, mais j'ai déjà été amené à m'exprimer sur la confusion des genres et les difficultés que ça pouvait représenter. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je pense surtout que c'est une certaine naïveté que de croire qu'on peut faire un programme commun avec le parti d'Olivier Besancenot, que je respecte, mais qui, sur le fond, n'a toujours pas fait la première réforme la plus importante ou la première révolution intellectuelle, reconnaître l'utilité et l'importance de la démocratie. Je veux dire, tant que le mouvement trotskiste n'aura pas compris ça, nous-mêmes, on ne pourra pas travailler, parce que l'essence même de ce que nous sommes, c'est-à-dire des réformistes, implique le respect du suffrage universel, et donc le refus de ce qu'étaient les discours sur la dictature du prolétariat, le parti d'avant-garde et des choses comme ça. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'Olivier Besancenot et le groupe qui est autour de lui ait beaucoup progressé sur ces questions-là. Je vois même un certain nombre de complicités, je mets ça entre guillemets, avec quelques régimes qui sont largement discutables sur le plan de la démocratie et qui sont pas forcément des modèles pour moi. Donc c'était une faute politique de l'inviter. Oui, je pense qu'il faut dialoguer avec l'extrême gauche pour la faire évoluer et l'avancer, mais aujourd'hui évoquer la possibilité d'une capacité de gouverner avec l'extrême gauche quand on est le Parti socialiste, il y a quand même quelque chose qui peut donner le sentiment qu'on est dans une logique de grand écart. François Baroin était hier à votre place. Il vous a posé une question. Écoutons-le. Bien, Julien, on ne va pas jouer les tartuffes de la société politique, on se connaît depuis longtemps, et tu avais, dans un écrit relativement lointain, expliqué que si on s'était cogné plus tôt, je serais devenu un bon trotskiste. Alors est-ce qu'avec le temps, est-ce qu'avec les épreuves, tu pourrais aujourd'hui considérer qu'un gouvernement que tu qualifiais de conservateur n'est pas en train de réussir là où finalement certaines de tes idées ont échoué ? Bon trotskiste peut-être pas, mais ça aurait fait un bon socialiste dans le temps. Ouais. Bon, parce que je pense que François Baroin, François plus exactement, parce qu'on s'appelle comme ça, a des qualités humaines très fortes, un vrai sens du cœur. Bon, il a fait une autre trajectoire, y compris parce qu'il a eu une rencontre qui a marqué sa vie, celle avec Jacques Chirac, qui lui a mis le pied à l'étrier. Bon, voilà. Là, j'ai du mal à comprendre comment il va s'en sortir dans les semaines et les mois à venir. C'était pas exactement sa question. La question, elle avait plutôt trait à vous. Est-ce que vous pouvez reconnaître que le gouvernement de Raffarin, ça fait longtemps. Le gouvernement de François Fillon et Nicolas Sarkozy a fait des réformes qu'au fond la gauche n'a jamais faites. Je vois pas bien. Il faudra que j'en discute avec lui, mais je vois pas bien les choses qui sont marquantes pour l'instant. Je vois beaucoup de frénésie, beaucoup de mouvements, de bougisme comme on dit, mais je vois pas ce qui va marquer. Y compris, c'est un des problèmes de la présidence Sarkozy, c'est-à-dire par rapport à ses prédécesseurs, il y a eu des actes fondateurs. Pour l'instant, finalement, le seul acte fondateur qui va rester, c'est peut-être cette histoire de réforme des retraites, mais qui se fait contre le pays. Vous savez, les internautes sont amenés à nous poser des questions. Voici la question d'un internaute. Ne pensez-vous pas que le PS est un peu hypocrite concernant les expulsions de Roms ? Alors, il y a deux choses pour répondre honnêtement. Que des Roms qui sont en situation irrégulière et qui, par ailleurs, occupent un certain nombre d'espaces dans des conditions d'insalubrité totale et qui ne sont pas acceptables, puissent et doivent être expulsés, puisque c'est la loi, ça je n'ai pas de problème. La question qui est posée, c'est pourquoi tout d'un coup cette frénésie d'expulsion, premier aspect des choses, et deuxièmement, pourquoi cette médiatisation, et surtout, le plus important, pourquoi cette circulaire qui stigmatise des populations, ce qui est contraire à l'esprit de la République. Qui a été remplacé immédiatement par le ministre de l'Intérieur. Mais ce qui est intéressant dans la circulaire, c'est de voir l'état d'esprit qui conduit un fonctionnaire tout d'un coup à écrire une circulaire de cette manière-là. Ça veut dire quelque part, qu'il y a eu une pression et que la plume s'est lâchée par rapport à ce qu'il entendait et tout l'univers dans lequel il vivait à ce moment-là. En gros, il faut expulser des Roms, il faut faire du chiffre parce que les Roms posent problème en général. Non, les Roms posent pas de problème quand ils sont dans des aires de stationnement avec des conditions de salubrité, de reconnaissance et des choses comme ça. Bon, alors après que, je dirais, cette affaire-là ait passionné la France pendant l'été, qu'il y ait des confusions, qu'il y ait eu des utilisations de termes qui étaient déplacés, je l'ai dit tout de suite. Quelles leçons vous pouvez tirer des dernières élections qui ont eu lieu en Suède, où le gouvernement de centre-droit a été reconduit, alors même que les sondages laissaient penser que les socialistes pouvaient l'emporter. Après tout, les sondages sont assez favorables au PS en ce moment. Et cette montée de l'extrême droite, ça vous inquiète par rapport au travail qui reste à faire au PS ? Oui, ça m'inquiète et ça prouve surtout que la vraie question que je pose depuis déjà un certain temps et que je continue à poser et sur laquelle je travaille, c'est
que la social-démocratie, en tous les cas ce que représente tout ce courant de pensée, n'est plus porteur d'un modèle social alternatif au système actuel. Donc la social-démocratie peut être à un moment donné une forme d'alternance politique, mais en même temps elle n'est plus ancrée comme, je dirais, quelque chose qui est désiré et qui crée un véritable espoir dans la société, comme on l'a pu le créer dans tout le XXe siècle. Ça veut donc dire qu'il y a une réflexion très importante à faire, parce que, sur le fond, et je trouve qu'il y a quelques ouvrages qui aujourd'hui le montrent bien, il y a une forme d'adéquation parfaite dans cet égoïsme triomphant et la droite traditionnelle. Les idées de gauche ne sont plus, je dirais, naturelles comme elles l'étaient dans les années précédentes, je dirais jusqu'à la fin des années 80. La gauche, d'un certain point de vue, avait une sorte d'hégémonie culturelle dans la société qu'elle n'a plus aujourd'hui, et nous n'avons pas été capables, sur ces 20 dernières années, d'inverser la tendance. Ça veut dire que, en termes de, par exemple, quel est le rapport entre l'économie de marché et la puissance publique, comment respecter l'individu dans son épanouissement avec le collectif, dans cet équilibre-là, quels sont les droits et les devoirs, quelle est la conception qu'on a de l'intégration de la République, quelle forme démocratique nouvelle, sur toutes ces questions-là, c'est-à-dire comment on construit un modèle de société qui puisse être alternative à ce qu'on vit, il y a du travail à faire. Et qui, au Parti socialiste, peut être le mieux à même pour incarner justement ce renouvellement dans la perspective de 2012 ? Moi, je pense que celui qui va gagner, ou celle qui va gagner, c'est pas celui qui occupe forcément l'espace médiatique ou qui le sature ou qui est, je dirais, à la tête des sondages. Celui ou celle qui va gagner, en tous les cas moi, celui ou celle que je soutiendrai, c'est celui qui sera le plus à même de répondre aux questions que j'ai posées. Parce que je crois qu'une présidentielle, et surtout cette présidentielle-là, et surtout après la période Sarkozy, c'est forcément... Les gens sont en quête de sens et vont chercher à savoir si y a quelqu'un qui est capable de redonner du sens et qui est capable de dire la vérité par rapport à ce sens-là et à la manière dont on va faire fonctionner la société et les réformes qu'il faut faire. Donc c'est le vrai réformiste qui l'emportera. Dernière question, à ce micro en début de semaine, Jean-Paul Huchon a plaidé pour une accélération du calendrier des primaires au sein du Parti socialiste. Vous y êtes favorable aussi ? Oui, je crois qu'il a raison, je l'ai déjà dit. Moi je l'avais dit au moment où on a élaboré le calendrier. Je pense que si on veut être en situation de répondre aux questions que j'ai évoquées tout à l'heure, il faut se donner le temps. C'est-à-dire l'élection présidentielle, c'est une élection où il faut sentir le pays. Et celui qui gagne en général, c'est celui qui exprime le mieux les souffrances et les espérances. Donc il faut qu'il s'imprègne de cette réalité-là. Il faut du temps. Je ne crois pas au présidentiel bâclé, je ne crois pas aux candidats qui arrivent et qui en quelques semaines renversent les choses. Regardez ces dernières présidentielles, ceux qui ont gagné, ce sont ceux qui étaient le plus préparés à ces élections. Je pense à Chirac, je pense à Mitterrand, et je pense même à Nicolas Sarkozy, il faut avoir l'honnêteté de le dire à l'époque, c'était celui qui s'était le plus préparé à cette échéance-là. Et donc nous avons intérêt à ce que notre candidate ou notre candidat puisse avoir le temps pour se préparer, être adossé à je dirais, à tout ce travail de réflexion. Julien Drey, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À demain pour une nouvelle édition du Talk.